C'est professeur Nouri, je suis pédiatre. Et je suis responsable de la consultation d'endocrino et de diabète de l'enfant à l'hôpital Mustapha. Bon, aujourd'hui, on va voir ce qui concerne le traitement de l'acidocétose diabétique chez l'enfant et l'adolescent. Et j'y tiens à, selon l'ISPAD 2022, et l'ISPAD, c'est la Société internationale du diabète de l'enfant et de l'adolescent. Je voulais faire ce protocole qu'on est déjà en train de faire depuis des années dans le service. Et selon les recommandations, au début, c'était l'ISPA 2018 et actuellement actualisé, légèrement actualisé en ISPAD 2022. Je voulais faire cette présentation parce que on a remarqué que dans les services de réanimation adulte, et parfois on est obligé de transférer des enfants et qui sont pas bien, par exemple à un stade, qui font des troubles neurologiques sévères, ils nécessitent une assistance respiratoire. Donc, le protocole, c'est pas le même. Ils utilisent un autre protocole et on sait bien que l'ISPAD recommande, a fait un protocole bien codifié chez l'enfant qui est différent que celui de l'adulte. Et on sait que là, sur le plan physiopathologique, plutôt sur le plan organique, sur le plan corporel, l'enfant et l'adulte, c'est pas la même chose. Donc, je voulais établir un protocole de l'enfant. Vous allez voir, peut-être vous avez des protocoles de l'adulte, vous allez voir la différence, ce qu'on utilise chez nous en pédiatrie, ce qu'on interdit de faire chez les enfants en acidocétose, ce que les réanimateurs adultes utilisent. Donc, c'est à vous de faire la distinction. Et bien sûr, ce protocole, il est bien codifié chez l'enfant et j'espère que vous allez l'utiliser parce qu'on l'utilise depuis des années et ça donne des très, très bons résultats. On a reçu beaucoup d'acidocétose sévère. On a su les gérer avec ce protocole. Donc, j'ai choisi directement le protocole. J'ai essayé de faire un cas clinique, fait comme les éventualités. Et en fin du cas clinique, je vais vous montrer à peu près comment le protocole il est fait. De toute façon, si vous suivez bien le cas clinique, vous n'allez pas trouver de difficulté à lire le protocole. Donc, on commence. Un homme âgé de 2 ans et demi. Donc, c'est un petit nourrisson. J'ai choisi un petit enfant, d'accord, qui diffère de l'adulte, est venu avec ses parents aux urgences vers 5 heures du matin. Il est malade depuis plusieurs jours et semble vraiment épuisé, d'accord, depuis plusieurs heures. Il a une respiration rapide et profonde. Donc, l'histoire de la maladie, le début de signes respiratoires la veille, donc il a commencé à faire sa détresse respiratoire la veille. Il est assez léthargique, asthénique depuis plusieurs jours avec une perte d'appétit. D'accord. Il avançait que dans le diabète, le perte d'appétit n'est pas systématique. Parfois, elle est accompagnée d'une hyperphagie. Il a vomi une fois, mais il n'avait pas de saignement, donc il n'y avait pas de diarrhée, qui explique peut-être le tableau. Pas de fièvre, pas de toux, donc pas d'infection respiratoire. Les parents mentionnent qu'il demande tout le temps de l'eau et du lait, donc il avait quelque part une polydepsie. Et selon les parents, la couche du jour ou le lendemain sont très lourdes, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il urine beaucoup. Une perte de poids, et il avait une perte de poids à 1 kg. Madame Gougam, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un truc alternatif, c'est-à-dire question-réponse ou non? Oui, ils répondent sur le chat, ils ont l'habitude, Très hein. bien, ok. Donc, il y avait une perte de poids de 1 kg. L'examen physique retrouve un poids de 11 kg, c'est-à-dire inférieur à moins de DS, moins de 3 percentiles, température à 35,7, les joues rouges, muqueuse sèche, un pli cutané de déshydratation, donc il était déshydraté, fréquence respiratoire 30 par minute, fréquence cardiaque 101 par minute,
tension artérielle 14,7, il était somnolent, mais il réagit à la douleur. Donc, vous avez le bilan qu'on a fait chez Adam. Donc, le pH, il était à 7,06. Vous voyez les normes, 35, 45. Les bases excès, moins 25. La natrémie, elle était à 123. Le chlore, 94. La glycémie, elle était à 7 grammes par litre ou 701 milligrammes par décilitre. L'hémoglobine à 13, il y avait une hyperleucocytose, 48 000. Une CRP qui était négative. Flabandelette d'urine, on avait une glucosurie, 4 croix, une cétonurie, 3 croix. Donc, je n'ai pas voulu détailler pour le diagnostic parce que j'imagine que le diagnostic de diabète, il est évident et facile à faire. Ils vous disent c'est quoi BE? Donc, est-ce que vous pouvez me faire un total chez votre patient? C'est-à-dire? Un total. Donc, je vais le faire moi-même. C'est un enfant qui est âgé de 2 ans et demi, sans antécédent. Il présente cliniquement une détresse respiratoire, une déshydratation à 8% avec troubles neurologiques. Comment on a fait? Bon, il pèse 11 kilos. Et d'après la maman, il a perdu 1 kilo. Donc, on a fait le pourcentage. C'était plutôt une déshydratation à 8%. Il présentait un syndrome polyuropolydepsique, un amaigrissement et paradoxalement, il présentait une hypertension artérielle. Vous voyez, la tension artérielle à 14,7. Et sur le plan biologique, on a une hyperglycémie. On a un pH qui est à 7,6, une hyperleucocytose, d'accord? Et une glucosurie 4 croix, cétonurie 3 croix. Alors, quel diagnostic retenir? Allô? روح للشات روح للشات. Le chat. Il y a des réponses. Hein. Acidose diabétique Le son est bas. inaugurale. Bonjour, oui. روح لتحتها كامل ابدا من تحت. Ok. Alors, ils ont Alanif pris chat. là-dessus. Ok, il y a des réponses. Oui, oh, oh, oui, oui, oui. Bonjour, monsieur. Oui. Il y a des gens qui ont des problèmes de connexion. Hein. Non, mais c'est parce que c'est le téléphone. Acidocétose diabétique la plupart et hyperglycémie inaugurale, un truc comme ça que j'ai vu. Il y a des réponses. Ah, associé à une infection. Ah ouais, encore. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, essayez de répondre le tableau clinique. Haïda, elle a mis, j'ai pas vu Madame Gougam, acidocétose. Allez, acidocétose diabétique inaugurale. Acidocétose Elle vient de répondre. sur contexte infectieux. Acidocétose avec HTA. Déclenchée par une acidocétose déclenchée par un diabète 9 déclenché par une infection. En fait, c'est ça la plupart des... On va dire comment vous avez calculé une déshydratation à 8%. À 8%. D'accord. Comment on a calculé? J'ai expliqué. L'enfant, il pèse 11 kilos, d'accord, à l'admission. Donc, la maman, elle a rapporté, donc on peut se fier. Pareil. L'observation, vous pouvez me lire les questions, s'il vous plaît, Madame Bougama, en fonction. OK, parce que j'arrive à pas les... Donc, si vous voyez là, le poids, il est 11 kilos, d'accord? Et la maman rapporte qu'il y a une perte de poids de 1 kilo.
Si on fait le pourcentage de 11 kilos par rapport à 1%, 1 kg, vous allez trouver une déshydratation à 8%. Une règle de 3, d'accord? Vous allez trouver une déshydratation à 8%. C'est vrai, c'est une acidocétose. Mais chez l'enfant, voilà les définitions de l'acidocétose chez l'enfant. Vous m'avez dit, Madame Gougam, une des questions, c'était, il présente une infection. Oui, Parce qu'elle a vu qu'il y a une hyperleucocytose. D'accord? Dans l'acidocétose, c'est le stress de l'organisme. D'accord? Le corps commence à réagir avec une hyperleucocytose. C'est une hyperleucocytose de stress, ce n'est pas une infection. D'accord? Et c'est très fréquent. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller mettre des antibiotiques jusque l'enfant présente une hyperleucocytose. S'il n'y a pas de fièvre, s'il n'y a pas un foyer infectieux, ce n'est pas la peine de mettre des antibiotiques. C'est ce qu'on appelle une hyperleucocytose de stress. Donc, voilà les critères biochimiques pour le diagnostic. Bon, l'acidocétose chez l'enfant, c'est un diagnostic qui est biologique. Donc, vous avez les critères de diagnostic, une hyperglycémie supérieure à 2 grammes, d'accord? Un pH veineux inférieur à 7 ou bien des bicarbonates inférieurs à 18. Donc, si vous n'avez pas le pH, vous pouvez utiliser les bicarbonates, d'accord? C'est la définition. pH veineux inférieur à 7,3 ou bien pK inférieur à 18. Et bien sûr, en dernier, la cétonémie. La cétonémie, c'est des lecteurs, c'est la recherche de cétone dans le sang. C'est plus fiable que la cétonurie, que la recherche des corps cétoniques dans les urines. Mais on utilise le LabStix, donc la recherche des corps cétoniques et la glucosurie. Donc, vous avez, pour retenir le diagnostic, une glycémie supérieure à 2 grammes, un pH inférieur à 7,3 ou bien pK inférieur à 18 et bien sûr une cétonurie modérée ou importante. En bas, il faut classer votre acidocétose. Quelle est l'acidocétose légère? Quelle est l'acidocétose modérée et sévère chez l'enfant? C'est ça la définition qui concerne l'enfant. Hein. Restons chez l'enfant. Donc, l'acidocétose légère, c'est un pH qui est inférieur à 7,3 et les BK inférieurs à 18. OK? Modéré, c'est le pH inférieur à 7,2 et les BK inférieurs à 10. Sévère, pH inférieur à 7,1 et les bicarbonates sériques inférieurs à 5. D'accord? Donc, si on revient à notre enfant, il avait un pH à 7,06. Donc, si on définit l'acidocétose standard, c'est une acidocétose sévère. Vu que le pH Adam, il était inférieur à 7,1, 7,10, inférieur à 7,06. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aurais aimé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Gougan? Allô? Allô, allô? oui. Moi, j'enlève le Vous, sang en général. Pas de vous syndrome m'entendez? infectieux, quel signe probable révélateur de diabète dans ce cas? Ah, j'ai pas bien entendu. ما تقدرش تفتح لو شات impossible. Le chat. ما خرجوليش les روح questions. لافان. Pas de son. Bonjour. Je n'ai pas لا لا روح لافان روح لافان. la روح fin. vers 9h40 54. 53 54. Regardez bien le total. Je vous mets le total. D'accord? Vous regardez bien le total et vous, les questions, normalement. Alors شوف واش قال لك. Ouais. Alors, parce que je ne sais pas si je pourrais vous suivre d'une manière. Allez, Shanici, Alors, Nahbat. on a Est-ce répondu. que, est-ce que le partage de PowerPoint a réussi, madame? Oui. Ouais, très bien. Alors, Bonjour. اطرح شو الفوقة نروح شو الفوقة. أنا لتحت أنا ما لقيتش بونجور تو الموند راني في روح 10h46 9h50. ما خرجوليش أنا في 10h47 حبست التم Ah bon? وي 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 Alors,
Ah, راه من تحت ouais. Attendez, attendez. Je vais répondre. كان من تحت. Allez. Diabétique inaugurale. Oui, c'est une respiration, ce qu'on appelle une respiration de Kussmaul, parmi définir les questions. C'est une respiration métabolique. C'est pas une détresse respiratoire d'une pneumonie ou autre. La respiration, c'est la respiration de l'acidose. C'est plus une polypnée qu'une détresse vraie. D'accord? Bien sûr, c'est une acidose très bien répandue, acidocétose inaugurale. Donc, c'est un début. Diabétique, c'est un patient qui présente une hyponatrémie, exactement, avec une hypochlorémie, qu'on va voir après, d'accord? Acidocétose diabétique. Je voulais aborder un truc, enfin, on le verra après. Acidocétose, très bien. Hyperglycémie suite à une infection. Non, c'était pas ça. Donc, l'hyperleucocytose, c'est dû à un stress, d'accord? Donc, parlez de libre, s'il vous plaît. D'accord. Ce que je voulais, parlez-nous de cette hypertension, s'il vous plaît. Exactement. Vous allez me dire que on va l'aborder, hein. Pour l'hypertension, c'est ça le point. Je voulais. Cyclantisme, une acidocétose, on pense à un état de choc. Donc, on prend généralement pas la tension artérielle. Et généralement, l'acidocétose chez les enfants, il y a une hypertension qui est associée, qui est due à l'hyperosmolarité. On va revenir après. D'accord. CRP négatif. OK. Donc, je pense qu'on avance. On va avancer. Si vous Et au voyez qu'il y fur a et à des mesure. questions, oui, celles qui viennent après, Oui, vous les laissez pour tout à l'heure. d'accord. Sinon, on les laisse pour tout à l'heure. Donc, j'avance. Donc, au total, on a lu le total. Donc, finalement, ça défile pas là, hein. Si, on vous suit, on vous suit. Très bien. Donc, c'est une acidocétose sévère avec un pH inférieur à 7. Donc, regardez bien les résultats du laboratoire. Donc, là, nous lisons les résultats du laboratoire. Avez-vous tous les tests sanguins nécessaires pour prendre en charge ce patient? Justifié. Rame les résultats. Est-ce que vous avez tous les bilans nécessaires pour prendre en charge une acidocétose? Je vais partir le chat. Qu'est-ce qui manque? L'HbA1c? Non. L'HbA1c, c'est pas un moyen, c'est vrai que ça aide pour le diagnostic, d'accord? Mais c'est pas un moyen pour prendre en charge cet enfant. Donc, on n'a pas besoin de l'HbA1c pour prendre en charge notre enfant. D'accord? Très bien, la calémie. Oui, la calémie, c'est un élément qui est essentiel pour la prise en charge. C'est Boubrahan, docteur Boubrahan, c'est la calémie. Donc, il faut avoir, avant de commencer, la prise en charge de votre enfant. Donc, à ce stade de l'enquête, il est essentiel de connaître la valeur du potassium. Sans potassium, on ne peut pas avancer. D'accord? Et si on commence le traitement sans potassium, sans savoir le capital du potassium dans l'organisme, on peut avoir des problèmes. D'accord? Donc, cette information est vitale pour garantir un remplacement électrolytique approprié. Donc, il y a un autre médecin qui a répondu le bilan rénal. Oui, effectivement, il y a une déshydratation, une acidocétose. Il nous faut le bilan rénal. Mais ce qui est capital, c'est le potassium. Ça serait bien d'avoir avec lui le bilan rénal de notre enfant. Très bien, on avance. Donc, dans tout ça, la prise en charge de notre enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les premiers gestes à faire, une position latérale de sécurité chez notre enfant, il a des troubles de la conscience. Donc, somnolence,
Il répond, bon, il réagit à peine, donc il faut toujours mettre en position latérale de sécurité. Aspiration nasogastrique, c'est trouble de la conscience. S'il vient de boire ou de manger, ou là, il vaut mieux aspirer s'il y a un coma ou autre. Oxygénothérapie, parce qu'il y a une certaine acidose. OK, il y a une petite détresse respiratoire, donc il vaut mieux le mettre sous oxygène. Antibiothérapie chez les patients fibriles. D'accord? Après avoir fait les prélèvements. Si vous avez une acidocétose, il ne faut même pas mettre des antibiotiques d'emblée, même si vous avez une hyperleucocytose. D'accord? Et si vous avez une CRP négative, ce n'est pas la peine de mettre les patients sous antibiotiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si vous avez un enfant qui est fébrile, vous faites les prélèvements bactériologiques, les hémocultures, et vous pouvez mettre une antibiothérapie probabiliste, et après, vous attendez les résultats de la culture. Le CG, bien sûr, analyse de l'endetté pour détecter des signes d'hypo et d'hyperglycémie, un sondage vésical, il n'est pas systématique. On le met sauf chez les nourrissons qui sont comateux. D'accord? Et sur le plan biologique, on fait une glycémie, on fait les ionogrammes sanguins, le potassium, sodium, les gaz du sang, bien sûr, avec le pH et les BICA, l'urée, le bilan rénal. On essaie de calculer l'osmolarité. Vous avez la formule, donc c'est la natrémie qui dépend de la natrémie, il dépend bien sûr de la glycémie et le bilan rénal. Normalement, l'osmolarité, elle est à 280, entre 280 et 295. Si elle dépasse 295 milliosmoles par litre, c'est qu'il y a une hyperosmolarité. Et dans l'acidocétose, vous avez toujours une hyperosmolarité. Il faut bien comprendre. Vous pouvez la calculer pour vérifier, d'accord? Vous avez besoin d'une natrémie, vous avez la formule, la glycémie et l'urée. Pour le traitement, ça aide, d'accord? Vous n'êtes pas tout le temps obligé tout le temps de la calculer, mais au début, avant de commencer le traitement, ou bien vous commencez le traitement et vous calculez l'osmolarité. La bandelette urinaire, bien sûr, c'est en urie, glucosurie. Faites une formule. Il n'y a pas beaucoup de bilan à faire. Hein. D'accord? Concentration d'albumine, du calcium, phosphate, magnésium, si possible, ce n'est pas nécessaire. Hein. D'accord? Et surtout le potassium et le sodium. Et bien sûr, le bilan infectieux qui n'est pas systématique, sauf s'il y a des signes d'appel. Professeur, et Oui, ces bilans, vous les faites au niveau des urgences, c'est ça? oui, oui. Oui, ils sont accessibles. Hein. Et je Au pense niveau qu'ils des sont urgences, accessibles quand dans tous l'enfant les se EPH, présente dans aux tous les. urgences. Ouais. Au D'accord. niveau des urgences, oui. Au Oui, niveau oui. des urgences, il y a une Oui, oui. personne qui vous demande, je Vous ne sais avez pas si juste une elle est formule. infirmière. Un ionogramme, vous avez besoin d'un bilan rénal et une CRP, une formule, bon, une CRP. Et à partir de là, vous pouvez calculer l'osmolarité. Et un Lasix, une bandelette urine. On Ils n'a vous pas disent que besoin l'anadoxine n'est d'HbA1c, pas disponible. l'HbA1c ou là. Non, non, non. L'HbA1c, c'est pour poser le diagnostic. C'est-à-dire, si vous avez une glycémie, là, vous avez le diagnostic d'un diabète, n'allez pas faire le malade, il est en train de suffoquer, tout le monde dit l'HbA1c. L'HbA1c, dit en bête quand vous rétablissez l'acidocétose. D'accord? Est-ce que, est-ce que il y a une question, je ne Oui. sais pas, peut-être qu'elle est paramédicale. C'est quoi le rôle du paramédical à ce moment? Le rôle de paramédical, c'est la prise en charge. C'est tout ce qu'on vient de dire, la position latérale de sécurité, une bonne voie d'abord. On a besoin de deux voies d'abord. Déjà, réunir le patient, mais chez une seule voie d'abord, il faut directement pas l'infirmier qui est compétent, on sait qu'ils sont très compétents dans nos urgences. لازم ياخد لنا deux bonnes voies d'abord. Il met le malade en position de sécurité, donc latérale ou la décubitus dorsale, et il le met sous oxygénothérapie, il l'aspire si c'est nécessaire, d'accord? Donc le rôle, il est très important. C'est la prise en charge initiale, c'est la prise en charge de nos infirmiers, d'accord? On va aux urgences. Et donc, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Google? Non? Je ne sais pas. Alors, alors, il y a deux questions. Hein.
Essayez de les lire. Essayez de les lire, allez-y vers la fin. Je voudrais D'accord. faire. أنا Parce que vous نقراهم. pourrez dire, est-ce que vous allez répondre maintenant ou après? Ok, Vers attendez. la fin. Ah, purée. Bon, après la page le mazel, Ah, c'est pourquoi là on les insiste? le chat, 63. Pourquoi vous insistez sur la calimie et la natrimie? Et vous avez répondu. On insiste parce que c'est le pronostic vital immédiat, c'est la calimie. Une hypocalémie sévère peut provoquer des troubles de rythme et un arrêt cardiaque brutal. D'accord? Une natrémie, bon, on va voir, on va en parler. Une natrémie également sévère ou une hypernatrémie peut provoquer des troubles neurologiques, un état de choc ou favoriser un œdème cérébral. C'est très important. Oui, bien sûr, l'hypertension est due à l'hyperosmolarité. L'hypertension, on va aborder sur une question, je vais vous expliquer comment ça se passe. Les gaz du sang sont indispensables pour la prise en charge. C'est pas possible. Comment estimer la sévérité du tableau? Là, c'est une question. Et pour les gaz du sang, sont-ils indispensables pour la prise en charge? Si pas possible de les faire, comment estimer la sévérité? Ça, c'est compliqué, oui, effectivement. Il y a Quel beaucoup des qui vous centres disent qu'ils n'ont pas de oui, ils n'ont caféine. pas de pH sanguin. Là, c'est compliqué. On peut pas. C'est difficile. On bat tous les la clinique. Une acidocétose sévère qui met à le nourrisson, c'est difficile de la prendre en charge sans pH. Parce qu'on bat de le pH de contrôle pour voir l'efficacité de notre traitement. Sinon, si vous pouvez faire les bicas seuls, j'ai fait dans la définition, c'est le pH ou bien les bicas. D'accord? Bicarbonate. Si vous pouvez faire les bicarbonates, ça serait bien. D'accord? Donc, traiter en fonction, c'est classer l'acidocétose. Déjà, pour faire le diagnostic, c'est facile. Vous avez une hyperglycémie, c'est en urine. Un enfant qui n'est pas bien, une détresse respiratoire, ou bien. Donc, ça fait. Mais pour dire acidocétose, lazim le pH. C'est Mais on obligatoire. reste toujours, on se fie à la clinique pour pouvoir avancer. La clinique, Pour ne mais c'est pas. pas évident. Je Mais pense s'il n'y qu'il a pas, faut insister au niveau planifier. des EPH d'installer je pense, que les services de réanimation, hein, donc comme les gaz du sang. Hein. Il suffit juste de demander, hein, qui marche à l'hôpital Mustapha, au niveau du service, on n'en a pas les gaz du sang. Donc, on va au niveau du réatoxico ou bien au niveau des urgences où les services de néonat, les résidents se déplacent, ils prélèvent l'enfant, prélèvement veineux, d'accord, et ils vont faire les gaz du sang et alvéoler. Donc, Ah, mais d'accord. à chaque acidocétose, on fait les gaz du sang. Ça veut Alors dire qu'il y a qu'au des niveau de notre services qui service, on n'a peuvent pas, aider. on n'a pas les gaz du sang. D'accord? Donc, on Bon, avance. oui, on avance, on avance. Hmm. Et le partage. Ouais. Donc, vous avez remarqué, ça va aller un petit bobo, madame. Assenet. Je pense que vous continuez, Ah, ensuite on revient aux non, non, questions. allez. Très bien, ok. Vous avez remarqué à l'admission, attendez, hein, je dois échapper pour Madame Défilé en bas. Hmm, très bien, d'accord. Donc, vous avez remarqué qu'à l'admission, la tension artérielle était de 14,7, ce qui est augmenté chez un nourrisson. Un nourrisson, la tension artérielle, normalement, la systolique, elle ne dépasse pas 10, 100, plutôt 100, et la diastolique, elle ne dépasse pas 60 millimètres de mercure. Donc, comment expliquez-vous l'hypertension artérielle? Il y a un médecin qui a répondu déjà, c'est dû à l'hyperosmolarité. Donc, ici, la cause de l'augmentation de la pression systolique est probablement liée à l'augmentation de l'activité du système nerveux sympathique.
Donc, avec un taux de catécholamine élevé et des niveaux très élevés d'ADH, c'est la vasopressie, qui est sécrétée par l'hypophyse postérieure, tout cela va induire une hyperosmolarité. Et chez notre patient, on a calculé l'hyperosmolarité, elle était à 334, c'est très élevé. D'accord? Normalement, elle ne doit pas dépasser les 285. Notre patient, il avait une osmolarité de 334. Si l'urée, bon, l'urétanac à 70 mg par décilitre, il y avait une petite insuffisance rénale, c'est dû à la déshydratation. Et cette hyperosmolarité, en fait, vous avez la formule en bas, comment calculer l'osmolarité. Cette hyperosmolarité, elle protège les enfants qui font une acidocétose contre l'état de choc. D'accord? Il y a peu d'enfants qui présentent. Personnellement, j'ai jamais vu une acidocétose sévère ou la modérée d'être un état de choc. Alors que la déshydratation, elle est importante. D'accord? Il ne fait pas d'état de choc. C'est l'hyperosmolarité qui protège l'enfant. Ces enfants, ils fassent plus ils délouent l'œdème cérébral. C'est ça la complication la plus redoutée. On va revenir après. D'accord? Mais l'état de choc, l'arrêt respiratoire, c'est exceptionnel. À mon expérience, Hanaf Mustafa, jamais dernier واحد. Bon, depuis qu'on utilise l'ISPAD 2022, avant, l'ancien schéma, le 22 unités en Y, on avait beaucoup de dégâts, il y avait beaucoup de décès. D'accord? Beaucoup de décès, c'est dû généralement à l'œdème cérébral, mais pas à l'état de choc. Retenez ça. D'accord? Quand vous traitez, c'est important. L'hyperosmolarité, elle protège contre l'état de choc, mais il faut la traiter. Elle peut donner une hypertension. Il n'y a pas de traitement de l'hypertension. Il suffit juste de réhydrater, donner de l'insuline, et ça va disparaître. L'hypertension, elle va disparaître avec la disparition de l'hyperosmolarité. La prochaine question. La valeur du potassium sérique est de 4,7, d'accord, du jet laboratoire. Et le taux de sodium, il était très bas, à 123. Les normes, la limite inférieure, c'est 135 millimoles par litre. Quelle action proposez-vous pour lutter contre la faible concentration sérique du sodium? On a une hyponatrémie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a une réponse là? Est-ce qu'on va donner du sérum hypertonique? Je ne sais pas, est-ce que vous proposez un traitement? Si vous avez une hyponatrémie, euh, quelqu'un il Une me dit réhydrater avec du réhydratation, sérum corriger salin, le potassium. remplissage, Hmm. réhydratation, réhydrater, bien sûr qu'on réhydrate, mais c'est pour cette hyponatrémie. Qu'est-ce que vous proposez? Je vois que calculer la natrémie corrigée. Exactement. Quelqu'un vous Toujours, dit il faut fausse hyponatrémie. Donc, toujours, il faut calculer l'anatrémie corrigée. Cette hyponatrémie, c'est l'hémodilution. C'est l'hyperosmolarité qui provoque cette hyponatrémie. Alors qu'en vérité, il n'y a pas d'hyponatrémie. Le taux de sodium, il est normal. Donc, toujours, il faut calculer, d'accord? Il faut calculer l'anatrémie corrigée qu'on a calculée chez notre patient. Donc, aucune administration de sel hypertonique n'est nécessaire. كاين واحد يقول لك il a une hyponatrémie, je vais donner du NaCl en IV pour... Non, jamais il faut faire ça. Vous allez provoquer un œdème cérébral dans l'immédiat. D'accord? Donc, après un traitement de fluide et d'électrolyte et d'insuline, la concentration de sérique de sodium doit se normaliser. Donc, il faut commencer le protocole normalement, réhydrater, et après, on donne de l'insuline. La natrémie, elle va augmenter normalement. Donc, la faible teneur en sodium sérique est causée par la dilution due à la concentration élevée du glucose. D'accord? Extracellulaire. Donc, toujours, il faut calculer la natrémie corrigée qui tient compte de la glycémie, de la natrémie mesurée. D'accord? Et chez notre patient, elle était à 135. Elle était normale, la natrémie corrigée. D'accord? Donc, il faut tenir compte de la natrémie corrigée. Hein. Ce n'est pas la natrémie mesurée. Parce qu'on a une hémodilution quelque part provoquée par l'hyperglycémie.
Bon, il est 5 heures du matin. Aide Moussa à 5 heures du matin avec ses parents. Le laboratoire signale un problème technique. Ça arrive souvent chez nous, hein. Et les mesures du potassium sérique ne devraient pas être disponibles avant 9 heures du matin. Si vous n'avez pas accès à la mesure du potassium sérique, que faut-il faire? Alors, à 5 heures du matin, le laboratoire dit a des problèmes techniques. Je ne peux pas faire le potassium. Alors le Vous avez. CG. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez perfuser du potassium? On va parler du potassium. Le capital potassique, il est tout le temps abaissé en cas d'acidocétose. D'accord? Déshydratation, des vomissements. D'accord? Parfois une accélération de transit, il y a une perte potassique. Alors, en cas d'acidose, il y a une compensation. Par quoi? C'est le potassium intracellulaire, mais il rentre en extracellulaire. Donc, si vous allez le mesurer en extracellulaire, vous allez trouver normal. Mais dès que vous commencez la réhydratation, l'acidocétose le potassium يعاود يدخل داخل la cellule. هنا وين يبان le trou potassique. Et là, c'est le risque d'arrêt et de troubles de rythme et d'arrêt cardiaque. D'accord? Donc, le potassium, il est obligatoire. Il faut avoir un potassium avant de commencer le traitement, par peur d'hypocalémie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Potassium. Madame Gougam, elle a répondu. Donc, c'est le CG. Mais le Moi, CG, c'est j'ai compliqué. répondu, c'est hein, la plupart vous disent c'est le CG. Donc, le CG, même le CG, c'est compliqué de l'avoir, les urgences. احنا ما Non, عندناش le non, CG. كاين le CG. Partout كاين le CG. Mais la كيما plupart حنايا non. ما عندناش. حنا bon, نتكلوا على généralement, on a l'accès au potassium. Donc, si vous n'avez pas un ionogramme, si vous n'avez pas la valeur du potassium, il ne faut jamais infuser du potassium par peur de l'hypercalémie. تقدر تكون عندكم une insuffisance rénale, une hypercalémie au début. Si vous infusez, vous pouvez avoir une hypercalémie. D'accord? Donc, jamais infuser de potassium si vous n'avez pas la calémie. Vous pouvez surveiller la calémie par le CG. Installer le CG, rechercher les signes d'hyper. Et je vous apprends rien. Donc, vous savez, c'est quoi, comment on cherche les signes d'hypocalémie à l'ECG avec l'intervalle PR allongé, l'onde de T aplatie. D'accord? Et les signes d'hypercalémie. Donc, l'hypercalémie également, elle n'est pas rare, hein, si vous avez une insuffisance rénale. La seule raison à ne pas commencer le potassium sans information sur le potassium est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale peut provoquer une hypercalémie et bien sûr, en rétrocontrôle, elle augmente l'hyperglycémie. Avec quel traitement devriez-vous commencer? Alors, chez votre enfant, est-ce que vous avez commencé avec l'insuline? Est-ce que vous avez commencé en donnant le potassium en IV ou la réhydrater ou la... Alors, le premier geste à faire, c'est votre enfant. Premier traitement à donner. La plupart Je vais vers les réponses. Réhydratation. Réhydratation, oui, c'est la réhydratation. réhydratation, D'accord. ensuite Avec quoi la réhydratation? Avec du sérum salé. Par du salé. sérum salé, exactement, à 9 pour 1000. OK? Donc, on commence avec une réhydratation avec du sérum salé. Donc, on donne, si on n'a pas un état de choc, d'accord? Si on n'a pas un collapsus, qui est rare, on commence par 10 millilitres par kilo et par heure. D'accord? Et répéter si nécessaire pour rétablir la circulation périphérique. Toujours, jamais, il faut jamais mettre de l'insuline avant de réhydrater. C'est l'hypocalémie et c'est l'œdème cérébral. Ça, c'est arrivé. Il dit que les urgences, il pose le diagnostic d'acidocétose, ما عندوش بلاصة. يقول له روح ما على باليش راهو في المدية، يقول له روح للقصر البخاري. يقول له استنى قبل ما تروح ندير لك une injection d'insuline. Alors, في الطريق, il va faire son œdème cérébral. Jamais il faut donner de l'insuline avant de réhydrater. Le protocole, il est bien clair. Chez l'enfant également, il y a eu l'acidocétose. Vous avez bien répondu.
Je m'attendais qu'un واحد يقول لك بيكا. Chez l'adulte, il donne les bicas. Chez l'enfant, il ne faut jamais donner du bicarbonate. Il faut réhydrater avec du sérum salé. D'accord? Toujours sérum salé à 9 pour 1000. Les bicas, il y a un risque d'hypocalémie sévère chez l'enfant. Je sais pas, ça m'intéresse pas l'adulte. C'est pas, ça m'intéresse pas l'adulte. L'enfant, il faut jamais donner les bicas. D'accord? Attends, même les réanimateurs, même chez l'enfant, ils donnent des bicas. À chaque fois, on leur dit non, non, c'est pas le protocole. Chacun il a son protocole. Mais chez l'enfant, on sait qu'on donne pas de bicarbonate. Il y a un risque également, ça accélère le risque de dème cérébrale. Il y a deux cas où on peut utiliser des bicarbonates dans les formes d'acidocétose vraiment sévères. Sévères, on peut donner 1 mec par kilo pendant 1 heure ou là pendant 30 minutes. D'accord? Et elle n'est pas renouvelable. 1 millimol par kilo pendant 30 minutes. D'accord? Et en cas d'hypercalémie sévère. D'accord? On peut s'aider avec des bicarbonates et c'est discutable. Là, chez nous, pratiquement, on n'utilise pas les bicarbonates. D'ailleurs, les flacons de bicarbonate, on ne les utilise jamais. Chez les enfants, en acidocétose, même sévère. D'accord? En cas d'hypercalémie, oui, si on donne des bicas, ça diminue un petit peu la calémie, ça fait rentrer le potassium à l'intérieur de l'acide. Mais c'est exceptionnel. Déjà, l'hypercalémie, en cas d'acidocétose, elle est exceptionnelle. Et bien que l'insuline soit nécessaire pour normaliser la glycémie, supprimer la cytogenèse, d'accord, un bolus onivé d'insuline augmentera le risque d'œdème cérébral et augmentera le risque d'hypocalémie. Donc, pas de bica, pas d'insuline au début. Donc, à l'admission, la valeur du potassium, elle était de 4,7. Eh bien, quand allez-vous commencer à ajouter du potassium en remplacement des fluides? On a dit au début que le déficit en potassium, il est constant. D'accord, chez l'enfant. Alors que tu as le potassium. Le potassium, il est à 4,7, ce qui est normal. D'accord? Est-ce que nous avons Est-ce que nous avons la deuxième phase de l'insuline? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a des réponses? Et c'est ça la partie la plus importante de la prise en charge. C'est le remplacement du potassium avec l'insuline. Oui, avec l'insuline. Dans la majorité des cas, avec l'insuline. Après l'insulinothérapie, avec l'insuline, avec l'insuline. Mais là, on a un potassium qui est normal. Il faut toujours calculer le potassium en fonction du pH. Donc, c'est la calémie corrigée. D'accord? On doit calculer la calémie corrigée. Si on trouve une hypocalémie, on va commencer le potassium avec la réhydratation. Si on trouve une normocalémie, calémie corrigée normale, on commence le potassium après la phase de réhydratation. C'est-à-dire, quand vous avez, qui m'a répondu Thomas, c'est après la réhydratation avec l'insulinothérapie. D'accord? Donc, toujours, on calcule la calémie corrigée. Calémie corrigée égale la calémie mesurée moins 6. Vous avez 7,40 moins le pH mesuré. Et en fonction de cette calémie, si vous avez une hypocalémie, vous faites le potassium avec le remplissage. Vous donnez 20 mecs par litre, 20 millimoles par litre. Et avant l'insuline, d'accord, c'est avec le remplissage. Si vous avez une hypocalémie, vous ne pouvez pas donner l'insuline au moment de l'hypocalémie. Ça va aggraver le tableau. Ça va accélérer le passage du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Ça va aggraver. Donc, on donne le potassium, le remplissage. Après, on corrige la calémie. Après, on donne l'insuline. Si la calémie corrigée, elle est normale, il faut commencer le remplissage normal. On va parler après de la durée du remplissage. Puis, on donne l'insuline et du potassium. Là, le potassium me donne 40 mecs ou la millimole par litre. Si vous avez une hypercalémie corrigée, c'est rare, hein, en cas d'insuffisance rénale, il
Il faut toujours attendre. Il ne faut pas donner du potassium. Hatta oui, il y aura un rétablissement de la fonction rénale. Donc, à partir de là, on va dire le traitement substitutif du potassium est tout le temps nécessaire, sauf en cas d'hypercalémie. Il faut la différer. Mais si elle met douche, le différer, l'hypercalémie, il y aura une résolution de l'insuffisance rénale. Et vous allez avoir des hypocalémies qui sont traînantes, sévères à corriger. Donc, même si vous commencez par exemple la réhydratation, vous mettez du potassium, après 1 heure, vous allez voir qu'il y a toujours cette hypocalémie. Il faut toujours maintenir un débit de 0,5, des lois à part, une petite perfusion à part de correction de calémie. Donc 0,5 millimoles par kilo par heure en pousseur, si c'est possible, sinon en perfusion. D'accord? On donne 1 mec par kilo sur 3 heures. Vous pouvez vous mettre 20 mecs par litre le sérum salé, ou l'aidez-le une petite perfusion à part, d'accord? 1 mec par kilo sur 3 heures. Et vous allez continuer votre hydratation et vous pouvez même commencer l'insulinothérapie si l'hypocalémie n'est pas sévère. Il y a 2 choses qu'il faut retenir. Si l'hypocalémie initiale sévère, il faut retarder le début de l'insulinothérapie jusqu'à ce que le potassium sérique soit supérieur à 2,5 millimoles par litre. Parfois, l'hypocalémie, elle traîne. Elle traîne. Mais tout tu vois, déjà, d'être là, faut que vous pouvez commencer l'insulinothérapie. L'insulinothérapie également, elle est primordiale. On doit commencer l'insuline. On ne peut pas attendre 12 heures. Des fois, ça prend 6 heures, 7 heures pour que la calémie se corrige. On ne peut pas attendre ce temps-là où l'enfant n'a pas reçu son insulinothérapie parce qu'il présente une hypocalémie. Dès que tu es vous pouvez commencer l'insuline. Il y a lequel l'insuline, mettre douche la dose totale pour diminuer un petit peu le débit. C'est ça le principe. Si l'hypocalémie persiste malgré le taux maximal de remplacement du potassium, il faut réduire la perfusion d'insuline. C'est ça, quitte à la physiopathe, tu peux gérer, t'aider le protocole, quitte à la physiopathe de l'acidocétose, surtout chez l'enfant. Est-ce que vous avez des questions ici? Aider la partie, c'est important. Avant de passer au schéma proprement dit. La pratique de pH n'est pas mesurée un défaut au gaz du sang. Enfin, on a souvent une insuffisance rénale fonctionnelle. Un bilan biologique. L'insuffisance rénale fonctionnelle, dès que vous commencez la réhydratation, c'est comme les déshydratations chez les nourrissons. Elle va se rétablir. Attention à l'hypercalémie seulement. S'il fait une hypertension, vous réhydratez normalement. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de traitement à donner pour l'hypertension. Dès que vous commencez la réhydratation, l'insuline, tout va disparaître. L'hypertension, dès que l'osmolarité tarbote, l'hypertension disparaît. D'accord? Comme les enfants font une hypertension, mais attention, il faut prendre l'hypertension. Il faut prendre la tension artérielle chez ces enfants. En cas d'insuffisance rénale et hypercalémie, quoi faire? Si c'est une insuffisance rénale qui est fonctionnelle, avec une hypercalémie, dès qu'on commence la réhydratation, l'insulinothérapie, ça va se régler. Mais si c'est organique, ça pose problème. Si c'est organique, ça relève du dialyse et c'est plus compliqué. Donc, il y a des questions en ce qui concerne le schéma, ça va venir après. Donc, on va l'aborder le cas. Donc, donner la conduite thérapeutique des fluides et d'insulinothérapie chez votre patient. On va commencer par les fluides. D'accord? Donc, le schéma de la réhydratation, c'est le schéma initial. D'accord? On doit commencer par une réhydratation avant l'insulinothérapie. En cas de collapsus, et c'est rare, donc on donne du NaCl à 9 pour 1000, 20 ml par kilo sur 15 à 30 minutes. Répétez si nécessaire. Et dans tous les cas, donc généralement on en est là, dans tous les cas, il faut donner 10 cc par kilo, 10 ml par kilo et par heure en pouce seringue,
D'accord? En 1 heure, on fait passer 10 minutes par kilo renouvelable. Généralement, la réhydratation, ça dure 2 heures. Et généralement, c'est 10 millilitres par kilo par heure. On va être la deuxième heure. De préférence de réhydrater pendant cette phase la poussière. D'accord? Donc, l'infirmier, le rôle théorème, c'est une très bonne voie, d'abord. Donc, quand on réhydrate, elle ne s'éclate pas. Donc, il vaut mieux, dès le départ, il prend 2 ou 3 voies. Dès que Wahda, elle s'éclate, on passe à l'autre. De préférence que cette phase se fasse en poussant. Sinon, la ralib, c'est en perfusion. À partir de là, on doit contrôler la glycémie tous les 15 minutes. Interrompre la perfusion quand la glycémie atteint les 2,50 g, 3 grammes, il faut interrompre la perfusion. Mais il vous faut au minimum 1 heure de perfusion. D'accord? 1 heure de perfusion avant d'arrêter la perfusion. Ou foot 1 heure, si vous avez une glycémie entre 2,5 et 3 grammes, vous arrêtez la perfusion. Et dans tous les cas, vous arrêtez la perfusion après 2 heures de réhydratation. Donc, arrêt de réhydratation de sérum salé après 2 heures. Donc, après 2 heures, vous arrêtez le sérum salé. Il y a des cas où on poursuit dans les cas d'hypocalémie sévère. On l'a dit au début. D'accord? La deuxième phase, c'est à partir de la deuxième heure, c'est comme la réhydratation. D'accord? On calcule la ration de base. C'est une ration de base ou ce qu'on appelle le volume de maintenance sur 48 heures. Il faut retenir, je ne l'ai pas dit au début, cette réhydratation se fait sur 48 heures. Donc l'enfant, il a vomi, il a fait une déshydratation. La réhydratation se fait sur 48 heures. D'accord? Donc, à partir de la deuxième heure, on calcule le volume de maintenance sur 48 heures. Donc la ration de base, plus le déficit hydrique de la déshydratation qu'a notre enfant. OK? Moins la quantité initiale qu'on a donnée, le bolus entre H0 et H2, on doit l'enlever, faire la soustraction. On va donner un exemple. راح نقول Essayez لك de me... répéter. Ah, allô? راح نقول لك répéter. Répétez. Je répète la réhydratation. Tout. Oui, oui. Ou la H2. لا la réhydratation d'abord. Donc, on a dit qu'on doit commencer à réhydrater notre enfant. Les 2 premières heures, c'est des urgences. C'est-à-dire rétablir le collapsus ou là, la déshydratation initiale. Donc, H0, H2. Qu'est-ce qu'on fait? On donne du NaCl. Si on a un collapsus, un état de choc qui est rare en cas d'acidocétose, on donne 20 ml par kilo sur 15 à 30 minutes. Répéter, c'est nécessaire. Donc, jusqu'à disparition du collapsus. Mais généralement, on n'a pas de collapsus. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de collapsus, c'est la deuxième ligne. Donc, on donne 10 millilitres par kilo par heure. La pousseringue. D'accord? Du sérum salé à 9 pour 1000. Et en même temps, on fait le contrôle de la glycémie tous les 15 minutes. Glycémie capillaire, hein, mais chez la glycémie labo, de dextro. Nous la perfusion quand la glycémie atteint les 2 grammes ou 3 grammes. Il y a un risque de. On commence la réhydratation sans insuline. Hein. La glycémie تبدا تهبط. غير نبداو la réhydratation, la glycémie sans insuline. La glycémie تبدا تهبط. Donc, غير توصل 2 grammes, 3 grammes, on arrête la perfusion du sérum salé. Hein. On passe à la ration de base. Et l'oukan matahbot la glycémie, il faut l'interrompre à 2 heures, après 2 heures de réhydratation. Donc, si vous allez donner 10 ml par kilo par heure, on va détruire les 10 ml par kilo par heure, vous passez à 10 ml par kilo par heure. T'as les 2 heures. Parfois, on est obligé de prolonger cette réhydratation, la troisième heure, en cas d'hypocalémie sévère. Parfois, selon les cas. À la deuxième heure, c'est comme la réhydratation du nourrisson. D'accord? À la deuxième heure, on doit mettre ce qu'on appelle le volume de maintenance. Cette réhydratation, elle ne se limite pas à 2 premières heures, c'est 48 heures. Mais les 2 premières heures, c'est la réhydratation vitale. C'est le rétablissement de la circulation périphérique, le rétablissement du collapsus. Et après la deuxième heure, c'est la réhydratation du déficit. C'est le maintenir un volume de maintenance qui se fait sur 48 heures.
D'accord? Donc, on doit apporter ce que l'enfant a perdu pendant 48 heures. D'accord? Et comment le calculer? Donc, on doit calculer, c'est le volume de maintenance sur 48 heures. Nzidolo, le déficit hydrique. شحال perd l'enfant. ونقصوا la quantité اللي درناها في les 2 premières heures, moins la quantité initiale de bolus hydrique. On a 2 méthodes comment calculer le volume de maintenance sur 48 heures. Quelle la méthode de Holiday, c'est gars, donc on va donner un exemple, ou bien chez les enfants de plus de 10 kilos, utilisez cette formule, là, 1,5 litres par mètre carré par 24 heures. Chez les enfants de plus de 10 kilos. Chez les enfants de moins de 10 kilos, utilisez la formule, ce qu'on utilise dans le service, hein, de la méthode de Holiday. Essayez de comprendre, hein, parce que le protocole n'a pas été comme Flagration a dit on doit ajouter du NaCl, 3 grammes par litre. On doit ajouter du KCl, on l'a dit, du potassium, 40 mg par litre, et du gluconate du calcium, 1 gramme par litre. D'accord? Et tout ça se fait sur 48 heures, 24 à 48 heures. Je vais vous donner un exemple, comment calculer le volume de maintenance du déficit hydrique avec la méthode de Holiday-Segal. D'accord? Méthode simplifiée, chez les enfants de préférence de moins de 10 kg. Donc, moins de 10 kg, vous allez donner 100 millilitres par kilo par 24 heures. S'il pèse 5 kg, c'est 100 fois 5. Ça va être 500 millilitres par 24 heures. Entre 11 et 20 kg, vous donnez les 1000 millilitres, tu as les 10 premiers kilos, plus les 50 millilitres par kilo par 24 heures pour chaque kilo compris entre 11 et 20. Dites à la fois la formule, Holiday. Plus de 20 kilos, vous l'avez fait la réhydratation du nourrisson, l'hydratation par gastroentérite ou autre. Plus de 20 kilos, vous donnez les 1500, les 20 premiers kilos, plus 20 millilitres par kilo par 24 heures pour chaque kilo, plus de 20 kilos. Mais là, ce que je préconise de faire, si vous avez un enfant plus de 10 kilos, calculez avec 1,5, dites à les feignants, 1,5 litres par mètre carré par 24 heures. Et si vous avez des enfants petits, moins de 10 kilos, utilisez le Holiday. La qualité de la soluté, c'est on utilise le sérum glucosé à 5%. D'accord? Le sérum salé, le volume de maintenance, on le fait avec du sérum glucosé à 5%. Vous allez me dire qu'il va un diabétique, vous êtes un sérum glucosé de 5%. Comme la première phase. Dès qu'on donne le sérum salé, la glycémie va diminuer. Diminuer. L'acidose, elle est toujours là. D'accord? La deuxième phase, vous allez introduire là, H2, l'insuline. On va voir après. Vous allez introduire l'insuline. Comme une voie réhydratation, une voie pour l'insulinothérapie. Dès que l'aucun délo du sérum salé, l'insuline, c'est l'hypoglycémie. D'accord? Le but de l'insulinothérapie, c'est de traiter l'acidose. Essayez de comprendre. C'est de traiter l'acidose. Pour ça, on donne du sérum glucosé à 5%. Le but, ce n'est pas de traiter la glycémie. Le but, c'est de traiter l'acidose. Donc, on donne du sérum glucosé à 5%, flagration, en plus de l'insuline. Dès que l'acidose disparaît, on peut arrêter même la perfusion et continuer en péros. Tout ça, le liquide, dès que l'acidocétose elle disparaît, on peut passer en péros. Hein. Parce que cette réhydratation se fait en IV ou en péros. C'est la même chose. Pour le Holiday, donc, j'ai expliqué comment calculer le volume maintenant sur 24 heures. Et le déficit hydrique, si par exemple vous avez une déshydratation à 5%, c'est 50 millilitres par kilo. Je donne un exemple. Un enfant qui a 4 ans et qui pèse 15 kilos, il est déshydraté à 5%. D'accord? Donc le déficit hydrique, c'est 50 millilitres par kilo. Vous êtes d'accord? Donc, à peu près, c'est 750 millilitres. Même protocole, j'ai donné cet exemple. Hein. Vous pouvez suivre.
Donc, le déficit hydrique est calculé 50 millilitres par kilo. Donc, ça va faire 750 millilitres. Le volume maintenant sur 24 heures, c'est 1000. L'enfant, il pèse combien? Il pèse 15 kilos. Donc, on a donné les 1000 millilitres, tu as les 10 premiers kilos, plus 50 millilitres, d'accord, par kilo, par 24 heures pour chaque kilo compris entre 11 et 20 kilos. Ce qui correspond, notre enfant, il a 15 kilos, donc 5 fois 50 millilitres, le tout, c'est 1250 millilitres. 1250 millilitres par 24 heures. Maintenant, on doit perfuser sur 48 heures. Donc, le débit de perfusion, c'est 750 à le déficit, plus 1250 à 24 heures l'oula, plus 1250 à 24 heures deuxième, divisé par 48 heures, vous avez 68 millilitres par heure. Vous allez reprendre comme protocole, la communication, vous allez reprendre ça va devenir c'est un calcul mental. D'accord? Bon, pour les perfusions, même les urgences, par exemple, si cet enfant, 68 millilitres par heure, donc parfois c'est difficile, mais douche la voix. Donc, vous pouvez la faire par perfusion. Mais il faut une surveillance, perfusion en goutte, mais il faut une surveillance. Si vous pouvez la faire en pouce seringue, c'est dans les services de réanimation. Généralement, un homme seringue, four seringue, donc étagé, ça passe très très bien. Mais les urgences, généralement, c'est délicat. Donc, vous pouvez, il y a de préférence les 2 premières heures, utiliser la pousse seringue, mais après la 2e heure, vous utiliser perfusion. Mais attention, surveillez le nombre de gouttes minutes. C'est important. Des fois, la perfusion est comme adaptée, il use le liquide rapidement. Faites attention. D'accord? Vous pouvez provoquer des dégâts. Donc, il faut surveiller la perfusion تاعي. لو كان تقعد l'infirmier تقعد لي قدامه اسيدوسيتون تجي واحده في الشهر. مي نهار يجي جو لو برون شارج كوريكتومون. ماشي ندير له لا بيرفيزيون ونروح نخلي لا بيرفيزيون تجوز نعاود نولي نلقاها فارغه. تجوز بهي بلي زيليكتروليت نعشي باوتر شوز. داكور. Ils vous disent vous n'avez pas enlevé la quantité de remplissage. Professeur, ils vous disent vous n'avez pas enlevé la quantité de remplissage. Là, la quantité de remplissage, de la première heure. Oui, on n'a pas, oui, oui, bien sûr. On doit enlever. À partir de là, on doit. J'ai mis barque. Vous avez raison, madame. Je n'ai pas enlevé la quantité de remplissage qui est. Je ne sais pas si c'est l'enfant il a reçu, il fait un collapsus, ou là, mais généralement, c'est 20 millilitres par kilo. C'est 10 millilitres par kilo par heure et 10 millilitres par kilo par heure. C'est 20 millilitres par kilo. S'il pèse 15 kilos, c'est 20 fois 15. D'accord? Et avec la quantité, il faut l'enlever de la quantité exactement. Vous avez raison. Je n'ai pas enlevé. Il faut avant de ça calculer. Ça veut dire qu'ils suivent bien parce que c'est leur réponse. Félicitations. Je vais pas. Là, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas enlevé la quantité, mais il faut qu'il l'enlève. C'est une petite quantité. C'est 20 millilitres par 15 kilos qu'il faut enlever de la quantité avant de calculer le débit. Très bien. Ça se voit, c'est une question, tu as un médecin. Oui, oui. Ouais, très bien. À partir de la 2e heure, on doit commencer également l'insulinothérapie. Donc, comme on a la réhydratation, on doit continuer, débuter l'insulinothérapie. Donc, comment on fait l'insuline? On doit adapter, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude avec l'enfant, je ne sais pas comment l'adulte idéal. Là, on prépare des perfusions. On sait que l'insuline, l'IO qu'on a à l'hôpital, 1 millilitre, ça correspond à 100 unités d'insuline. 1 millilitre, c'est pour 100 unités. Pour l'insuline ordinaire, normale. Mais là, ce qu'on doit utiliser, Flaperftana, c'est 1 unité par millilitre. La perfusion d'insuline, il ne faut pas la faire. L'insuline, c'est obligatoire. Il ne faut pas le faire en perfusion. Si on pousse avec. Là, c'est la perfusion, on peut passer à la perfusion goutte minute, mais pour l'insuline, c'est en IV.
D'accord? Chez l'enfant, c'est en IV, c'est obligatoire. Elle dit qu'en Y, en perfusion, là, c'est abandonné. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une unité par millilitre? Donc, on met l'insuline lactrapide, on dilue 50 unités d'insuline, c'est-à-dire, on a 1 millilitre pour 100 unités. Donc, les 0,5 millilitres. Ndiroha, donc 49,5 millilitres de soluté saline. Sérum salé, normal. Agda, on aura une unité par millilitre. Et on doit purger la tubulure de la soluté d'insuline préparée. La tubulure, on doit la purger. D'où les infirmiers à. Et la soluté les préparée, si elle dépasse 8 heures, il faut la jeter. L'insuline, donc il faut la remplacer après 8 heures. La dose d'insuline, en fonction de l'âge et la sévérité de l'acidocétose. Si vous avez une acidocétose légère, chez les enfants de moins de 5 ans et plus de 5 ans, la dose diffère. D'accord? Une acidocétose légère, c'est-à-dire un pH supérieur à 7,2, il faut donner 0,03 unités par kilo par heure. D'accord? C'est facile de la calculer à partir d'une soluté de 1 unité par millilitre. Donc, on donne 0,03 unités par kilo par heure. Chez les enfants de plus de 5 ans, on donne 0,05 unités par kilo par heure. En cas d'acidocétose modérée à sévère, on donne 0,05 unités dans les formes chez les enfants de moins de 5 ans, 0,05, et 0,1 unités par kilo par heure chez les enfants de plus de 5 ans. Parfois, avec cette dose réinstallée ou l'insulinothérapie, l'enfant il va nous faire des hypoglycémies. Même avec du G5. Hein. G5. Là, l'insuline, il faut mettre du G5 avec les électrolytes qu'on a cités. Et après avoir calculé cette volume de maintenance. Parfois, l'enfant il va faire des hypos. 0,8, 0,7. Là, on remplace avec du G10, avec les mêmes électrolytes, pour prévenir l'hypoglycémie. Allez, on est en train de traiter l'acidose, on n'est pas en train de traiter la glycémie. Qui vend de le G10 ou diabétique? Oui, tu mets du G10 bicarbonate tant que l'acidose elle est là. Tant que l'acidose elle est sévère à modérée. Quitte ou légère, par exemple, tu as contrôlé 2 heures après ou les 6 heures après, ou l'être légère, quand sévère ou l'être légère, là, vous pouvez vous en passer. Mettre des louches du G10, n'acasse l'insuline. Quand a 0,1 unité par kilo, arjaha 0,07. D'accord? Pour ne pas, je mets de l'hypoglycémie. Vous comprenez? Donc, au début, quitte qu'on modéré à sévère, jamais, il ne faut pas diminuer le débit d'insuline, selon la dose à l'enfant. Il faut agir en augmentant, il fait l'hypoglycémie, il faut agir en augmentant l'apport, c'est-à-dire du G5, vous passez au G10. On va quitte les légères l'acidose, là, vous pouvez diminuer l'insuline. J'ai mis en rouge, ne pas diminuer la perfusion de l'insuline tant que l'acidocétose persiste, particulièrement si le pH il est inférieur à 7. Comment surveiller votre patient? Est-ce qu'il y a des questions ici? On a le temps, Madame Gouga. Oui, largement. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui, il y a des questions. Donc, quand arrêter l'insuline, donc nous la question dose maximale d'insuline, 10 unités par heure. Mais quelle dose maximale? Vous calculez, s'il y a 0,1 unité par kilo, c'est en fonction du poids par heure. Il ne faut pas aller au-delà de 0,1 unité. D'accord? Parce que des fois, on va voir après, il me fait des l'insuline, la réhydratation. Il n'a pas de raison de vous faire la glycémie, ما تطلعش من بعد ما تشوفوش les chiffres de 5, 4. Si vous voyez des chiffres 5, 4 avec insuline installée, ça fait 2 heures ou la 3 heures, il y a un problème de perfusion. Vérifiez la perfusion. L'insulinothérapie. Pouvez-vous nous répéter l'insulinothérapie? On a le temps pour répéter l'insulinothérapie, Madame Bougan. S'il vous plaît, plus de comment surveiller. On va voir comment surveiller. Peut-on utiliser bandelette dextro pour évaluer le pH? Non, on ne peut pas. On peut pas. Le pH,
Le pH sanguin, c'est les gaz du sang. On ne peut pas évaluer avec des bandelettes. On a la cétonymie. Avant, on avait des bandelettes de cétonymie. Mais actuellement, elle n'existe plus sur les hôpitaux. Mais c'est magnifique. Parce que, vous voyez, la cétonymie, le lecteur de cétonymie, il est utile par rapport au Lapstix. Généralement, pour le diagnostic cétonymie ou la cétonurie, c'est la même chose. Mais pour la surveillance, la cétonémie, elle est plus intéressante parce qu'il y a un décalage entre la cétonymie et la cétonurie. Parfois, la cétonémie, elle disparaît, mais la cétonurie persistante, elle persiste. Donc, c'est un moyen de diagnostic, la cétonurie, mais ce n'est pas un moyen de surveillance. Par contre, la cétonémie, oui. Mais malheureusement, on n'a pas de lecteur de cétone. Pour reprendre l'insulinothérapie, c'est pas magique, hein, je reprends l'insulinothérapie. Avant la surveillance, avec l'insulinothérapie. Donc, le but de l'insuline à l'hôpital, c'est de l'actrapide. D'accord, c'est l'IO. Donc, ça correspond à une unité par millilitre. C'est ça le but. D'accord. On va il faut purger la tubulure. Avec la soluté préparée, il faut la jeter après 8 heures. D'accord. Et les doses hamniques, selon la sévérité et selon l'âge de l'enfant. Vous avez le tableau. Vous avez le tableau sur le protocole. D'accord. C'est ça qu'on va. Il faut, au début, tant que l'acidose, elle est modérée à sévère, il ne faut jamais diminuer l'insuline. Si l'enfant fait des hypos, il faut donner du G10, remplacer le G5 et le G10. Dès que l'acidose, elle est légère, on peut jouer sur l'insuline, diminuer l'insuline. C'est pour l'insulinothérapie. Comment surveiller vos patients? La surveillance, elle concerne l'état métabolique et la surveillance des complications redoutables. Ce qu'on redoute c'est l'œdème cérébral. Il est rare, mais il existe. Attention, s'il nous fait une complication, c'est une catastrophe. C'est un échec de traitement. D'accord? Donc, c'est une évaluation horaire des paramètres cliniques, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, tension artérielle, mesure du poids corporel chaque matin. D'accord? Par exemple, chez Adem, il a perdu 1 kilo à peu près, il avait 11 kilos, donc chaque matin, il faut le peser, peut-être il va reprendre les 12 kilos. Donc on va voir s'il perd du poids ou là, c'est en rapport avec la réhydratation. Évaluer avec précision les entrées et les sorties de fluides, parce que chez votre patient, généralement, vous allez voir après que l'acidocétose, à la 12e heure, généralement à la 12e heure, on arrive à la gérer. Donc, il y a une disparition de l'acidose. Donc, on arrive parfois chez les malades, mais de couche sévère, l'acidose, on arrête les perfusions à la 12e heure. Mais la réhydratation péros continue à 48 heures. Avec liquide l'acceptote, mais en péros. D'accord? Donc, toujours, il faut calculer les entrées et les sorties de fluide tous les heures. Et observation neurologique, c'est le Glasgow. D'accord? À la recherche des signes d'œdème cérébral. Et, bien sûr, mesure de la glycémie capillaire, dextro chaque heure. Qu'on a les 2 premières heures chaque 15 minutes, donc tous chaque heure. Et l'ionogramme sanguin, bilan rénal, une glycémie et les gaz du sang. À la 2e heure, au début, à H0, à la 2e heure, H6 et H12. Donc au début, 2 heures après, on bat tous les 4 à 6 heures. C'est pas, ماشي قرآن هذه تقدر ديرها انت ما عندكش ما لحقتش لابو مغلق ولا ما il y a un problème technique, décalage d'une heure, ça pose pas de problème. D'accord? Pour la surveillance. Bon, là, on saute pour ça. Euh, Quand arrêter la perfusion d'insuline? C'est une question que j'ai retrouvée chat. Donc, un les critères d'arrêt. Si le pH est supérieur à 7,30 et les BICA supérieurs à 15 ou les 18, d'après les recommandations récentes, BICA supérieur à 18. Vous voyez, vous pouvez faire juste une bicarbonate et suivre votre malade. D'accord? En cas d'acidocétose. Il est préférable d'arrêter la perfusion
لازم تبدا له l'insuline. C'est un enfant qui présente un diabète, un déficit en insuline, donc il faut commencer l'insuline, mais si tu as le perfusion, on le colle. D'accord? Donc, avant la perfusion, avant de cesser la perfusion, sinon, vous allez donner avec les analogues. Les analogues, c'est-à-dire avec les insulines en stylo, Novo Rapide, Apidra, Talili, Hadek, au laboratoire, on n'utilise que rarement. Pas, celui de Biocair, la rapide. D'accord? Vous avez tous les. Hadouk, c'est les analogues. On les utilise 15 à 30 minutes avant d'enlever la perfusion. Mais si vous n'avez pas ça, les analogues, ça arrive, hein, des fois, mais des analogues, on peut donner de l'insuline ordinaire. D'accord? Mais là, c'est 1 heure avant d'arrêter la perfusion. Dès l'eau, l'insuline terme. Comment on l'a calculé à l'insuline, c'est un autre débat, c'est une autre présentation. D'accord? Donc, vous donnez l'insuline. Pour l'insuline ordinaire, il faut faire la différence de l'insuline ordinaire et les analogues. Hein. Les analogues ont une action, début d'action plus rapide. Pour ça, on le donne 15 à 30 minutes avant. Mais l'IO, il a une action plus prolongée. On va dire, les perfs, il prend son repas. Donc, toujours, il faut, avant d'arrêter les perfusions, choisissez un repas. Par exemple, soit c'est le petit déjeuner, ou là avant le déjeuner, ou là, si par exemple à 10 heures, vous, asbar midi, باش تحيلوا البرف, ديروا l'insuline, غير تنحيلوا ديروا 15 à 30 minutes avant l'analogue, تنحيلوا les perfs, il prend son repas et il a son insuline. Donc, d'après les études, la majorité des épisodes d'acidocétose se résolent au bout de 12 heures. D'accord? Et généralement, avant 24 heures, j'arrête la perfusion, je continue la réhydratation perse. Quelles complications pour redétuer le plus chez Adam au cours du traitement? Et comment faire le diagnostic? Et comment la prendre en charge? Là, je pense qu'on doit donner directement les réponses. Donc, l'acidocétose, plutôt la complication la plus redoutée, en fait, ce n'est pas l'état de choc, c'est l'œdème cérébral. Il peut se voir dans les 12 premières heures après le début de traitement. Il peut se voir bien avant. Il dit que le malade, déjà, il a fait son œdème cérébral. Mais généralement, c'est les 12 premières heures après la réhydratation et le commande d'insulinothérapie. Soit on l'a pris de façon très en retard, soit il y a eu une erreur dans le traitement. Et surtout les erreurs. Si on réhydrate trop, il y a un risque d'œdème cérébral. Si on donne de l'insuline avant la réhydratation, il y a un risque d'œdème cérébral. Si on donne des BICA, il y a un risque d'œdème cérébral. C'est pour ça, c'est les 12 premières heures. Il y a un risque d'œdème cérébral important. Il peut se voir même après, 24 à 48 heures, mais rarement. Les 12 premières heures, au moins, vraiment, il détermine le pronostic. Quels sont les signes annonciateurs? Apparition de maux de tête après le début du traitement. On cache un dos des céphalées, on va venir au traitement, il donne les mots. Faites attention. D'accord? Il y a un petit ralentissement de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle tenue. Quand la tension est normale, on va avoir de talent, pré-hydratation. Faites attention, pensez à l'œdème cérébral. Récidive des vomissements, commence à vomir, c'est l'HIC. Modification de l'état neurologique. Le score de Glasgow, il va s'aggraver. Vous avez une paralysie des nerfs crâniens, une mydriase. Tout ça, c'est en faveur de l'œdème cérébral. Et bien sûr, surtout la diminution de la saturation, la SpO2. C'est un signe de l'œdème cérébral. Comment faire le diagnostic? Vous avez des critères majeurs et un critère mineur. Les critères majeurs, état de conscience fluctuant ou altéré. Le diagnostic, il est clinique. Hein. Mais si vous suspectez un œdème cérébral, le scanner. Le scanner, c'est secondaire. On ne le fait pas en urgence. Le scanner, il montre la radiologie. Le diagnostic clinique, معليش traité par excès que تبعته راح يدير لك سكانر يقدر يدير l'œdème cérébral, scanner تلقاه normal. D'accord? Donc, l'urgence, c'est pas de faire le scanner. Laissez l'enfant sur place. Évaluez-le cliniquement. Essayez d'utiliser l'état de conscience. S'il y a un trouble de la conscience,
une bradycardie qui s'installe, l'incontinence inappropriée pour l'âge, ou les rériboules. A dit, généralement, l'œdème cérébral, des fois, quand il y a un œdème important, il y a une compression de la post-hypophyse. La post-hypophyse, c'est elle qui sécrète la DH. Donc, l'enfant, il développe un diabète insipide avec une hypernatrémie. D'accord? L'œdème c'est un œdème cérébral. D'accord? Incontinence inappropriée. C'est un signe majeur. Avec les signes mineurs, les vomissements, les maux de tête, léthargie, il vous faut deux. Si vous avez état de conscience altéré, bradycardie, c'est un œdème cérébral. Faites attention. L'incontinence, par exemple, bradycardie, c'est donc deux critères majeurs, ou bien un critère majeur et deux critères mineurs. Comment les traiter? Dès qu'on suspecte l'œdème cérébral, il faut surélever la tête de 30 degrés, réduire le débit de perfusion d'un tiers, donc la perfusion des couteaux de doigts, vous la réduisez de un tiers. On donne du mannitol, 0,5 à 1 gramme sur 20 minutes. D'accord? Donc, le mannitol, il est à 20%. Donc, pour 100 cc, faites attention, 100 cc fait 20 grammes. D'accord? Donc, la quantité de doigt, elle est petite. Hein. Donc, répétez en cas de réponse initiale. Non, s'il n'y a pas de réponse dans les 30 minutes. Si on n'a pas du mannitol, les réanimateurs, nos collègues, peuvent nous préparer une soluté saline hypertonique. Si on n'a pas qu'elle, les solutés mais généralement, mais les réanimateurs, il faut y préparer. Donc, pour aider, ça donne des aussi bons résultats que le mannitol. Parfois, le mannitol, mais ils ne donnent pas de résultats. Les solutés hypertoniques, elles donnent des résultats. On donne 5 à 10 minutes par kilo sur 30 minutes. Rarement, il vaut mieux éviter l'intubation parce que ça aggrave le tableau, mais parfois, l'insuffisance respiratoire imminente peut nous obliger à intuber nos patients. Je ne le répète pas, l'imagerie cérébrale ne doit pas faire retarder le traitement. En badoui, dès que l'urgence elle est gérée, on peut faire un scanner à la recherche des signes, ils peuvent provoquer l'œdème cérébral, des hémorragies ou bien une thrombose. Donc là, il y a l'indication d'évaluer les dégâts après. Donc, c'est pas la peine, c'est pas un moyen de diagnostic le scanner. Donc 10 à 25% des survivants, vous voyez les dégâts qu'ils provoquent. L'œdème cérébral ont une morbidité résiduelle importante. Ce qu'il ne faut pas faire. Allô, Madame Gougam? Allô, allô? Oui, c'était mon micro. Parfois, je parle tout seul comme ça, je me dis. Vous ne parlez pas tout seul, ils sont en train de vous suivre et de poser des questions en même temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je termine les deux plaques. Vous terminez les deux plaques et vous reprenez les questions plus à l'aise. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de trop vite réhydrater. Je l'ai dit, il y a un risque il y a un protocole à suivre. Donc, vouloir corriger rapidement la natrémie, l'osmolarité ou la glycémie. D'accord? Donc, allez-y tout doucement. Il faut éviter d'apporter trop de bicarbonate, et éviter les bicarbonates carrément. Oubliez d'apporter du potassium ou de l'aroité et de ne pas réexaminer de votre enfant régulièrement. Il faut avoir un protocole bien écrit, clair, sans ambiguïté et connu. Des gens, ils la gardent, mais arrachent le protocole. Il dit à un enfant, comment faire? Il faut le prendre en charge. Vous avez un infirmier qui est compétent, vous pouvez le prendre en charge. Les urgences, immédiatement disponible ce protocole, adapté aux conditions de traitement local. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Le sérum salé ou l'insuline. Et une pousseringue. Pousseringue ou l'être-cas, haja banal, normalement. Et bien sûr, de préférence, demander un avis à des seniors qui ont l'habitude de traiter ces acidocétoses. En résumé, le traitement de l'acidocétose n'est pas une recette, mais un traitement à raisonner. D'accord? Vous voyez, c'est un traitement à raisonner. Mais chez c'est en fonction de l'état de votre malade, de l'état ionique, de l'état clinique. D'accord?
toujours penser à un risque d'œdème cérébral. Vaut mieux faire durer plus longtemps la réhydratation et l'acidose que de prendre le risque d'œdème cérébral. On a terminé avec la présentation. Je vais vous montrer Euh, oui, le protocole. Le le protocole. protocole, oui. D'accord. Je ne sais pas si je pourrais le partager. كيف ندير مدام جوجام دوك je partage. هاوليك. Très bien. Il est partagé comme ça? روحوا للشات نشوفوا. Oui, il est partagé. Il est كنت partagé. تشوفوا فيه هيدا protocole أنا d'urgence. نشوفه. أنا نشوفه Ça فيه. diffuse. Très bien. Alors, le protocole, je viens de le rédiger mars 2025 avec l'accord du chef de service. Ce qu'on est en train, c'est un protocole qu'on utilise, ça fait longtemps, mais on a préféré bien de le codifier. D'accord? Et bon, j'ai mis une petite introduction, la clinique, vous avez tout. Le diagnostic, ce qu'on a montré, l'hyperglycémie, le pH veineux, d'accord? Et l'évaluation initiale. Vous voyez ce tableau, il est intéressant dans le sens où, je vous dis, un enfant qui a une acidocétose, c'est difficile d'évaluer le degré de la déshydratation. Surtout les mecs comme un poids antérieur. Par exemple, il y a 11 kilos, la maman, il a perdu 1 kilo. Prenez en considération, il y a tout le temps d'eau. À la belle, à la belle, comment il a perdu. Mais des fois, il dit comme un adolescent, à la belle, mais qu'est-ce que vous faites? Selon l'ISPA, quitte qu'on acidocétose légère, en écrit le tableau, c'est une déshydratation à 5%. Si une acidocétose modérée, c'est une déshydratation à 7%. Une acidocétose sévère, c'est une déshydratation à 10%. D'accord? Si vous ne pouvez pas évaluer, et généralement c'est ça parce qu'il y a l'hyperosmolarité, l'évaluation de la déshydratation, c'est difficile. D'accord? Donc, prenez en considération ce tableau. Ça va vous aider pour la prise en charge et les calculs Là, c'est le score de Glasgow. D'accord? Comment évoluer l'état neurologique. Vous avez les réponses oculaires, les réponses verbales. D'accord? Et vous avez pour les nourrissons, Hada, il est fait pour les nourrissons, les réponses verbales, enfants qui ne parlent pas. Vous pouvez évaluer. D'accord? Et les réponses motrices. Donc, le score de Glasgow, inférieur à 12, c'est un signe de gravité. Alors, le bilan initial, ce qu'il faut faire, vous avez tout. Hein. Bilan initial à S0, FNS, glycémie, ionogramme sanguin, gaz du sang, urécréa, qu'est-ce que vous avez? D'accord? Les EPH TACOF, l'intérieur du pays, calcémie, phosphate. Calcémie, pouvez vous en passer. Phosphate, magnésium. D'accord? Parce qu'il n'y a pas à l'école. Même si vous avez une hypophosphatémie, ce n'est pas la peine de corriger. D'accord? Osmolarité, comment la calculer? D'accord? Vous avez la formule. Vous avez besoin de la glycémie et vous avez besoin de la natrémie. Et le bilan rénal. Vous avez vos autres osmolarités. Bilan infection, il n'est pas systématique, c'est en cas de signe d'appel. Si vous avez une fièvre. Je vous dis une hyperleucocytose, l'acidocétose, c'est une hyperleucocytose d'entraînement, ce n'est pas signe d'infection. La prise en charge, ramener les modalités, la réhydratation à zéro, ou je dis qu'on PowerPoint, d'accord? Si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez vous reprendre ici. Même l'exemple que j'ai donné, où je n'ai pas fait la soustraction à les 2 premières heures, juste pour vous signaler ça. Nature de soluté, et le remplissage, le potassium, ce que j'ai mis PowerPoint à l'honneur. Remplacement du potassium, du sodium, les bicas, j'ai parlé des bicas, donc on ne doit pas utiliser les bicas. Et l'insulinothérapie, le tableau d'insulinothérapie, le dose, et comment surveiller. D'accord? La surveillance, et quand cesser la perfusion, et les complications, l'œdème cérébral, les signes annonciateurs, le diagnostic et le traitement. Le traitement, il n'est pas là. Je pensais M. Belbouab qui l'a enlevé. Je pensais qu'il était là. Et là, vous avez un algorithme. Si vous voulez, je vous donne le PowerPoint. Hein. Vous avez le traitement fait, comment traiter.
On peut traiter même au niveau. Là, vous avez un algorithme qui est très intéressant. À l'ISPA 2022, hein. J'ai rien créé, moi. Donc, les antécédents cliniques, les signes cliniques, la biochimie à l'acidocétose, diagnostic posé, selon la forme modérée, sévère ou là. Donc, vous avez votre schéma. Vous pouvez le suivre, le livre. Il est très simple et bien codifié. Donc, l'algorithme de prise en charge d'acidocétose diabétique selon l'ISPAD 2022. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je vais chercher en bas si on trouve des questions. Il y a des questions, mais s'il vous plaît, n'écrivez pas vos mails, ça sert absolument à rien L'ancien du tout, hein. schéma n'est plus utilisé, alors que dans plusieurs établissements, il n'y a ni gaz du sang, je lis ça, l'ancien schéma n'est plus utilisé. Alors, même l'ancien schéma, on utilisait les gaz du sang, hein. Alors que dans plusieurs établissements, il n'y a ni gaz du sang, ni ionogramme, entre autres le nôtre. Et pour la voie orale, quelles sont les solutés utilisées? L'insuline, on doit le maintenir par voie IV si on décide de maintenir la réhydratation par voie orale. Sur l'ISPAD, elle prend en considération tout ça. Par exemple, si vous avez des formes légères, c'est-à-dire les formes légères, un pH qui est supérieur à 7,20. Pour les formes modérées à sévères, c'est le traitement IV. Mais si vous n'avez pas le choix, la réhydratation par voie orale, si l'enfant il a des vomissements, c'est compliqué, hein. Donc, je parle des formes légères. Vous pouvez réhydrater par voie orale, d'accord, et donner l'insuline au sous-cutané. Comment vous allez faire? Vous allez prendre une unité par kilo, d'accord, l'enfant combien il pèse, et vous allez la répartir tous les 3 à 4 heures. Vous donnez en sous-cut. Pour les formes, je dis modérées, plutôt légères, pH supérieur à 7. Et vous réhydratez par voie pareuse. Si l'enfant ne peut pas se réhydrater, de l'eau sonde gastrique, de l'eau même du sérum salé. Vous réhydratez avec du sérum salé. D'accord? Ou là, vous réhydratez avec des sels de réhydratation ou l'aide de l'eau carrément. D'accord? Si vous n'avez pas le choix, la râle. Et vous donnez, comme l'insuline, ce que vous avez à l'hôpital, l'insuline ordinaire, donc on y va. En attendant de le transférer dans un centre plus spécialisé. Avec nos conditions professeurs, on doit toujours substituer potassium par défaut de pH avec l'insulothérapie. Assurez-vous que, bien sûr, avec l'insulothérapie, mais pas au début, après la réhydratation. Allez, après la réhydratation. Mais essayez de faire un ionogramme. Je pense que le ionogramme, il est disponible dans tous les centres, hein, hospitaliers. Je ne sais pas, Madame Gougam, si vous pouvez répondre. À la Beliche, je pense, quelques hôpitaux à l'intérieur du pays, un ionogramme. Bon, les gaz du sang, c'est pas évident, mais ionogramme, Je pense que rien, je ne sais pas ce pense, qu'ils disent ouais. eux. Ionogramme, Moi, je suis dans mon bureau, je travaille pas la DGSS. Si on n'a pas de potassium, c'est un peu que, surtout par rapport à l'apport de potassium. On n'a pas Il y a des labos à côté, non? Oui, bien sûr. Hein. C'est le même, hein. Bien sûr, vous allez, s'il vous plaît, on peut recevoir protocole et cours. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait dans ce but, hein, pour vous le donner, vous aider على à بالك prendre وين en charge. تمدوه؟ Monsieur Madame Gauguin? وين راك تقرا في الشات؟ Enfin, كاين un petit carré اسمه fichier. Et, C'est là que vous allez éjecter tout. Vous allez oui, injecter. fichier. كاين un petit Ah bah, cadran et mal. اسمه fichier. Ça, il faudra sortir carrément, Il faut arrêter le sortir. La partage pour situation pouvoir le d'acidose faire. molaire, comment choisir la réhydratation et les doses d'insuline.
La situation de l'acidocétose et comment hyperosmolaire, je n'ai pas compris cette question. C'est plus facile de nous renvoyer le pro par mail. Merci, excellente information. Merci infiniment. Voilà, c'était très enrichissant. Et c'est moi qui vous remercie. Ça, s'il vous plaît, ionogramme disponible. Si vous que dans l'acidodème cérébral, on divise le volume total en 3 et on réduit. Oui, oui, on réduit de un tiers en cas d'œdème cérébral. Si vous avez 1000, je sais pas, 1000 millilitres, le débit, par exemple, je sais pas, vous faites en pouce seringue ou en perfusion, dit que la perf, les à 50 millilitres, devait passer, par exemple, minute 3 10 gouttes, passer 7 gouttes. D'accord? Utiliser sur les gouttes ou la Il faut diminuer de un tiers. Il faut donner les deux tiers et diminuer de un tiers. S'il vous plaît, plus de détails sur l'apport de NaCl selon l'ISPA 2020. Oh, l'apport de NaCl, je l'ai dit, hein, il n'y a pas de supplémentation de NaCl. On donne du sérum salé, on hydrate les 2 premières heures avec du sérum salé, ça suffit. Hein. Si on a une hyponatrémie, il ne faut pas donner de sérum salé hypertonique. Diabétique, en cas de cétose diabétique inaugurale, pour l'insuline en subcutanée à posologie, est-ce que c'est chaque 4 heures ou 2 heures? La réhydratation en IV, j'ai expliqué là, c'est calculer une unité par kilo sur 24 heures. Par exemple, s'il pèse 20 kilos, vous donnez unité par kilo, c'est 20 unités par 24 heures. Vous divisez sur 6, vous allez avoir un 3, un 4 unités. Donc 4 unités tous les 4 heures. D'accord? هذه كي ما تقدروش تمدوا l'insuline on y va. Et en même temps, ou la réhydratation, là, on y va, sinon une réhydratation précoce. Vous pouvez utiliser la réhydratation IV ou en même temps l'insuline en suppute. Mais de préférence, l'insuline en IV. Hein. En cas d'acidocétose, surtout modéré à sévère, c'est l'insuline en IV. Prenez le protocole, discutez avec vos infirmiers. Vous mettez comme les solutions. Vous mettez comme les solutions. C'est les infirmiers. Qui te connaissent la bonne foi, les gens, tout est possible. Vous allez voir, on m'a tous les des réflexes. Comment expliquez-vous l'augmentation notable d'acide? Ça, c'est une bonne question. Comment expliquez-vous l'augmentation notable des cas d'acidocétose diabétique inaugurale ces derniers temps en Algérie, notamment chez les enfants sans antécédents familiaux de diabète? Existe-t-il selon vous des facteurs environnementaux ou encore modification du mode de vie qui pourrait, et qu'on ait beaucoup de choses, hein, c'est qui a posé la question, contribuer à cette évolution préoccupante? Oui, bien sûr. Je suis un référent, médecin référent à l'INSP. On calcule l'incidence chaque année, d'accord, des différents hôpitaux d'Alger. Hein. On a Bab Louad, Nimsous, Mustapha, et on donne on a des fiches à remplir. On a l'incidence depuis 2010. Ce registre, il existe. Donc, on a commencé avec 10 cas par 100 000 enfants. Donc, on a 32 cas par 100 000 enfants par an. Hein. D'accord? Et ça augmente de plus en plus. Donc, cette augmentation se fait sur un terrain génétique. Des fois, vous allez, et c'est fréquent, vous l'avez noté, il dit qu'un enfant, acidocétose, vous allez faire l'interrogatoire, vous n'allez trouver aucun antécédent de diabète dans la famille. Et c'est ça généralement. Diabète de type 1, la génétique, c'est pas la prépondérante. D'accord? Généralement, on a un terrain génétique qui est, ça fait partie. Mais il n'est pas, mais je mets le DT2, diabète de type 2, et le diabète monogénique. Une notion de diabète important dans la famille sur 3 générations. Diabète type 2, ça c'est trop que mon grand-père, mon frère, mon gars diabétique. Monogénique, c'est la même chose. Mais diabète de type 1, non. Vous allez trouver, voilà, je suis à la génétique, sur un terrain génétique, on suspecte, ça reste des théories, hein. Sur un terrain génétique, sur un typage d'HLA, se greffe le facteur de l'environnement. Alors, le facteur de l'environnement, on a les facteurs viraux. Actuellement, ils suspectent même le Covid,
le Covid, l'apparition, l'aggravation de l'incidence, c'est-à-dire l'augmentation de l'incidence. Allez qu'il y a de plus en plus des formes sévères et de plus en plus des formes jeunes, c'est-à-dire de moins de 5 ans. Pour les post-Covid, ça a donné ça. Mais ça reste des théories. La théorie virale sur un terrain génétique. Vous avez alimentaire, l'introduction précoce de gluten, de protéines de lait de vache. Tout ça, il y a des études qui ont montré qu'ils sont incriminés, qui favorisent le diabète de l'enfant. Comment ils favorisent le diabète de l'enfant? Ils induisent la synthèse des auto-anticorps. Vous savez que le DT1, ce n'est pas le DT2. Le DT1, c'est la formation d'auto-anticorps. Ces auto-anticorps vont détruire le pancréas. Et qui fait ça, le déclic sur un terrain génétique, ça peut être des facteurs de l'environnement, viraux, alimentaires. Une étude finlandaise a montré que le déficit en vitamine D provoque augmente le risque de diabète de type 1. Donc, ça reste de théorie. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi l'enfant commence à synthétiser ces auto-anticorps qui vont détruire pratiquement tout le pancréas. Et le DT1 s'installe. D'accord? Facteurs génétiques, oui, mais il y a d'autres facteurs de l'environnement, reste à déterminer. Alors, prise en charge de cet enfant, rôle de médecin de pavillon des urgences sur la base, c'est tout le rôle. Hein. Je pense qu'il manque des formations sur place. Situation de coma hyperosmolaire. L'hyperosmolaire, c'est très rare. Pratiquement, dans ma carrière, j'ai jamais vu un acidocétose de coma hyperosmolaire chez l'enfant. Donc, je ne peux pas en parler. C'est plus facile d'envoyer un protocole par mail. Je vais le faire, ça va se faire. Barakallahu fik, s'il vous plaît, là, c'est de divise du volume total sur 3 et réduire de 1 tiers total. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Je vais aller vers le bas. Olé, Madame Google, si on a dépassé le temps. Hein? Ça ne me gêne pas. Est-ce que le diabète type 5 existe ou non par malnutrition? Non, je ne connais pas le diabète type 5. Professeur, il y a le diabète. On a ce qu'on appelle le diabète, double diabète. Chez l'enfant, c'est très fréquent. Vous savez que le diabète de type 2, le facteur le favorisant, c'est l'obésité. Et le diabète de type 1, les enfants, donc, avec le changement de la bouffe, ils font des obésités. Ils font une insulinorésistance. Il y a une apparition d'un autre type de diabète, ce qu'on appelle le diabète double, le double diabète. Fait le diabète type 1, il a des auto-anticorps, l'enfant, et en même temps, il a une insulinorésistance. D'accord? Là, ça relève, on va le traiter comme diabète de type 1, parce qu'il a des auto-anticorps, il a un déficit en insuline, et en même temps, on doit mettre de la metformine, parfois le GLP-1, parfois il y a d'autres molécules qui sont à part. D'accord? Diabète de type 5, je ne connais pas. Là, c'est le diabète de type 1. Vous avez le diabète type 1, le diabète de type 2. Le plus répandu chez l'enfant, c'est le diabète type 1. Chez l'adulte, c'est le diabète type 2. Et on a le diabète spécifique. C'est les mutations. C'est un trouble de fonctionnement des cellules bêta, ce qu'on appelle le diabète monogénique, le diabète néonatal. D'accord? Tout ça, c'est des mutations. La cellule, elle est là, mais elle fonctionne de façon défectueuse. D'accord? Mais c'est rare chez l'enfant, chez nous. Hein. Les diabètes, ils représentent entre le diabète type 2 et monogénique, c'est 5%. Le reste, c'est le diabète de type 1. Professeur, vous serez intéressé à la mise en place d'une étude citoyenne de l'acidocétose en pédiatrie en collaboration à l'hôpital pédiatrie de Canastel-Oran. Une étude permettra d'explorer. Oran, ils ont le registre. Hein? Oran avec professeur Touami et toute l'équipe de diabète, M. Bouziane, le chef de service là-bas, ils ont leur. Il y a des chiffres qui sont publiés à Oran. Hein? Allez-y dans PubMed, recherchez registre Oran diabète DT1, vous allez trouver le registre. D'accord? Pour faire une étude multicentrique, il faut faire des registres régionaux, d'accord? Qui marquent Adena, centre, Oran. Il faut installer plusieurs registres à travers le pays. Comme ça, on peut faire
un registre national. Parce que voilà, le diabète, l'incidence, elle diffère d'une population à l'autre. D'accord? Et même dans la même population, il y a une disparité. Une région d'Oran ou Alger a la même incidence. تتقارب, mais ماشي la même. D'accord? Donc il faut commencer avec des registres régionaux. On va vers le. Mais pour l'étude mutuelle, je pense que c'est le registre d'Oran, il a été installé avant le registre d'Alger. Il y a eu le registre de Madame Boudelda, de Constantine, ensuite d'un monsieur Touhami Oran, on va celui d'Alger. Il y a même une étude qui a été faite sur une période de 50, je pense 2012-2018, sur l'incidence de diabète par l'équipe de Tlemcen. D'accord? Il a été publié également. Donc, Je me rappelle. mais on a pratiquement les mêmes chiffres. On a une forte incidence de diabète chez nous. Oui, mais D'accord? c'est beau de faire des registres, professeur. Oui, Il y oui, a un défaut de communication. oui. La question, la proposition de Canastel, elle est bonne. Pourquoi? Oui, oui, Parce oui. que si Oran diffusait et était proche de ce personnel, il suffit pas de faire des études et de faire des registres. Il faut aussi se rapprocher du personnel qui travaille sur le terrain. Exactement. C'est une On peut formation. pas. Il y a un gros défaut de communication. Exactement, ouais. Et là, c'est bien de l'annoncer, c'est bien de dire qu'il ne connaît pas Bouzienne, de dire qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Et c'est à eux maintenant d'essayer de se rapprocher vers ces gens-là et de faire la même proposition. Alors, si c'est une wilaya X qui est tout proche d'Oran, ils peuvent le faire. Mais on a le registre d'Oran, hein. Le Et le registre registre d'Oran existe, mais peut-être existe. Ah qu'il y ouais, a ça existe. une ou deux wilayas qui veulent faire la même chose, Et je qui pense, veulent. et je pense qu'ils sont en train de répertorier toutes les villes autour d'Oran. Donc, comme les hôpitaux, ils participent à ce registre, hein. Et il faut informer. Il faut Oui, oui, informer. oui. Il nous faut un registre national. Exactement. Et Anna, je pense, pour ça que j'aime faire sur le diabète de l'enfant, les gens, رحت البيت, رحت l'intérieur des villes Hein, هكذايا, hein. ils ne savent pas. Donc, نحب ندير هكذا des formations pour leur donner un petit peu les, je sais pas, un coup de garde, تحلو un enfant qui est diabétique, il ne sait pas quoi faire. Et bien sûr, à chaque Inch'Allah, fois vous faire devez formation, je pense qu'il faut donner un manuel, un outil, lequel le généraliste ou le pédiatre de garde يقدر utiliser, يقدر. Et c'est ce qu'on va faire Ouais, maintenant tout de suite. ouais. Est-ce que vous pouvez supprimer le partage et envoyer ce que vous D'accord. devez Et envoyer? dernière question, beaucoup de parents se demandent si la prise exagérée de l'enfant en dehors des jours, hein, de sucreries de l'enfant aide l'apparition. Hadi, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir. Chauffe, la prise de sucre, la suralimentation pour le diabète de type 1, elle n'a aucun rôle. D'accord? Aucune influence sur le diabète. Diabète de type 2, oui. L'obésité, la suralimentation, la prise du sucre. Mais le diabète de type 1, il n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est des auto-anticorps qui sont synthétisés. On ne sait pas comment commence cette synthèse des auto-anticorps. J'ai expliqué, c'est un facteur génétique, facteur de l'environnement. Sur ça, on termine. Donc, je ferme, je